Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Marie Yvon. Depuis le 12 octobre dernier, nous avons commencé une émission en direct sur notre site web, mais aussi en Facebook Live, une émission qui s'intéresse aux enjeux autochtones. Et nous en avons couvert beaucoup, énormément d'enjeux autochtones. Euh, Quand je dis autochtones, évidemment, on s'est intéressé aux Premières Nations, aux Inuits, mais également aux Métis. Parmi les sujets qu'on a abordés, on a traité de santé, on a traité d'emploi, de musique des femmes autochtones, d'architecture également, d'appropriation culturelle, de littérature. On s'est intéressé au changement climatique, à la gouvernance et j'en passe. Nos invités, d'ailleurs, je le souligne, ils ont été à au moins 98% des autochtones qui vivaient soit dans leur communauté ou encore ici en ville. Et ces invités-là, donc, se sont donnés généreusement pour parler de leur réalité. Alors, je vous dis tout ça, en fait, parce que nous allons faire une pause pour l'été. Nous allons terminer avec cette émission-là et nous reprendrons le 23 août prochain. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un best-of. Donc, les meilleurs moments, les invités qui nous ont captivés, qui nous ont intéressés, des invités qui ont remué des émotions également. Vous allez les découvrir au fur et à mesure, donc plusieurs. La première invitée, ce seront des extraits d'entrevues évidemment. Donc la première, euh, c'est Michèle Audette. Michèle Audette, c'est une Innu qui est née à Wabush, au Labrador. C'est une militante, une leader autochtone, commissaire à l'ENFADA, l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues. Et elle nous avait livré un pan de sa vie. Alors, cette entrevue-là, elle avait eu lieu le 9 novembre. Ça, c'était à quelques jours de la conférence sur la prévention du suicide, une conférence qui s'appelait Dialogue pour la vie 2018. Et elle nous avait raconté ce qui l'avait menée un jour à vouloir se suicider et pourquoi elle préfère maintenant jongler avec la vie. Plusieurs événements, je vous dirais, du moment de ma naissance jusqu'en 2013 où on subit, on nous impose, on nous force ou on nous surprend avec soit comment était mon mode de vie à l'époque, que ce soit la communauté ou une agression sexuelle, une violence latérale, le divorce de mes parents, la consommation, toxicomanie. Donc, c'est plusieurs événements qui fait que ça devient une couche, une peau, comme un oignon, là, de plus en plus lourd à porter. Et 2013 va avoir été extrêmement difficile où, comme superwoman à cette époque-là, c'est ce que je pensais que j'étais, là, tellement que j'étais dans l'esprit de sauver la planète, là, avec le mouvement des femmes, de vivre l'harcèlement au travail, de vivre une séparation. Ça ramenait tous ces monstres-là ou ces couches. Et à un moment donné, la dernière action pour moi, essoufflée, plus capable de respirer, plus capable de vivre. Le suicide était... la porte de sortie. Exactement. Mais merci la vie, je suis contente aujourd'hui d'être vivante et je ne retournerai plus là. Alors, je le disais, on en parle parce que cette semaine, c'est la conférence Dialogue pour la vie 2018. Et justement, le thème, c'est favoriser une vie d'espoir avec et pour nos enfants et nos jeunes. Parce que c'est vrai que souvent, c'est à l'adolescence, il y a tellement de changements dans nos vies. Les traumatismes qu'on peut avoir vécus plus jeunes remontent à la surface. Et on est conscient à ce moment-là. En fait, est-ce qu'on l'est conscient du geste qu'on voudrait poser? Bien, on le réfléchit, on le rejette. Moi, en tout cas, c'était comme ça. J'allais pas chercher de l'aide, mais je le réfléchissais. Puis au moment où c'était le temps de passer à l'action, où je me donnais le temps, là, je refusais, je me tassais. Mais coup sur coup et action par-dessus une autre, j'étais plus capable. Alors, j'ai essayé toutes sortes de manières ce matin-là. Le fusil, une surconsommation de médicaments plus d'autres choses. Et je suis tombée endormie avec le fusil dans les mains. Donc ça, c'était un acte du créateur ou d'une grand-mère qui me surveille. Là. Mais il y a un moment donné, c'est même plus moi qui avais le contrôle sur moi. Là. Fait que, et à partir de ce moment-là, j'ai accepté d'avoir... cette dépression-là, cette grande peine-là,
d'avoir la faiblesse ou de nier que j'ai besoin d'aide. Oui. Et je me suis accrochée au mollet physiquement là, du médecin à l'hôpital en disant « Si je ressors, je vais mourir, je me connais. » là. Puis j'aime trop la vie d'habitude, donc aidez-moi. Oui. Est-ce que c'est une réalité particulière chez les Autochtones? Bien, je dirais, je ne suis pas surprise d'entendre mes collègues, mes amis, les témoignages, les gens que j'ai côtoyés dans le passé, qu'on a eu plusieurs idées noires ou tentatives de tristement voir aussi les statistiques très élevées chez les Autochtones depuis trop longtemps. C'est que où il y a une violence physique, émotionnelle, spirituelle et mentale qui existe dans les communautés, Oui. mais il y a d'autres couches ou d'autres niveaux qui n'existent pas chez mes sœurs québécoises, qui est une loi sur les Indiens, une dépossession du territoire, la perte d'identité, comme Charles parlait, là, la fierté au niveau de l'identité. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été enlevées, quand je parlais d'imposer dans l'introduction, qui font très, très mal. Et à cette époque-là, je ne réalisais pas que ça faisait partie de mes grandes souffrances. Oui. Parlant d'identité, vous avez en plus une double identité. Est-ce que c'est un enjeu aussi dans cette recherche de savoir qui on est, ce qu'on vaut? Oui. Oui, très jeune, quand on accumule cette forme de violence-là, j'ai 8 ans, et à chaque fois que je retourne à Maliotenam, donc 8 ans, après ça 10 ans, après ça 12 ans, où des adultes vont me cracher dessus, me lancer des objets, me crier après que je suis une voleuse de job, mais je suis un enfant, là, je suis toute petite, je suis une petite fille. Là. Et par la suite, c'est une violence qui est physique en disant « t'es pas d'ici, t'es pas une vraie Indienne ». Donc, les blessures, elles viennent de tous bords, sans l'avoir demandé, parce que ma mère est tombée amoureuse du plus beau Québécois, qui est mon papa. Mais c'est plus tard qu'en reprenant contrôle sur ma vie dans la fin vingtaine, où là, je me dis, mon Dieu, c'est un cadeau d'être Inou et québécoise. Donc, ce processus de guérison-là fait en sorte que, mais dans la Grande Dépression de 2013, les vieux monstres sont revenus pareil, là. Pourquoi les vieux monstres sont revenus à ce moment-là? Parce que quand on vit de l'harcèlement dans un milieu ou dans une famille où on vit une situation de violence, il y a plusieurs formes de violence. Moi, à cette époque-là, je pensais que j'étais guérie. J'étais guérie là, d'un certain passé et que je ne faisais... Dans la vérité, je faisais juste le tasser, le mettre de côté puis prétendre... Tu sais, la superwoman que j'avais mentionnée. Oui. Et en 2013, c'est là où j'ai ouvert toutes ces portes-là. Parce que la médecin, la docteure là, qui a dit « Ouais, on va vous prendre finalement », on a ouvert une à une toutes ces portes-là pour amener le pardon, puis amener l'amour. Puis certains, je ne suis pas obligée de pardonner, mais de dire « Regarde, toi, je te laisse là, puis tu ne reviens plus me déranger. » Mais ça, là, c'était fondamental, il fallait le faire. Le 23 novembre, moi j'étais absente, mais mon collègue Guy Bois m'a remplacée et il a eu la chance de discuter avec la présidente de Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel. Viviane, c'est une Inou qui est originaire de Maliotenam. Elle est à Montréal depuis longtemps puisqu'elle est attachée donc à Femmes autochtones du Québec. Et mon collègue Guy lui avait posé la question suivante. Est-ce qu'on peut parler de féminisme autochtone? Voici ce qu'avait à lui dire Viviane Michel. On a de la difficulté avec le mot féministe et on a déjà fait l'exercice, nous, je travaillais avec la maison communautaire Mesnac, une maison victime pour les femmes victimes de violences, et on a fait l'exercice sur comment on perçoit le mot féministe. On s'est senti comme en danger, on a ressorti toutes nos craintes et on n'a pas le don de catégoriser les choses que l'on fait. Dans l'exemple, la population québécoise a le don de catégoriser le féministe, paternaliste, etc. Donc, nous, on fait des choses, on concrétise des choses, on lutte sur certains enjeux, mais c'est pour les nôtres. Oui, et pour vous, justement, vous avez employé le mot. Quels sont les principaux enjeux qui guettent les femmes autochtones? Bon, on sait tout l'enjeu de la sécurité. Je vous écoutais à la commission Vient, vous disiez, et Ghislain Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, a renchéri aussi, vous parliez de droit à la sécurité.
Évidemment, les enjeux, les gros enjeux qui touchent nos femmes aujourd'hui sont vraiment la discrimination systémique, le racisme systémique, incluant le racisme systémique évidemment, et l'impunité qui est existante lors des gros enjeux de violence où on a pu voir avec le cas des femmes autochtones disparues et assassinées, avec aussi les femmes qui ont dénoncé la brutalité policière, où est-ce qu'elles ne sont pas protégées. Et c'est ce on dénonce aujourd'hui, la sécurité qui n'est pas donnée pour les femmes autochtones, d'où on peut faire ressortir le racisme systémique et la discrimination existante. Bon, justement, vous êtes à Femmes autochtones, vous êtes là depuis 2012, c'est bien ça? C'est bien ça. Oui, donc c'est votre dernier mandat. Quels sont vos objectifs? Quel est votre programme? Mon programme a été, on part avec les mandats que les femmes nous donnent, beaucoup sur la gouvernance des femmes maintenant, la place des femmes dans le leadership ou dans le palier du monde élu, du monde politique. Et en même temps, on a aussi les 2 commissions qui vont terminer, donc ça va prendre un gros coup de pouce pour faire réaliser les recommandations qui vont être déposées. Nous-mêmes, nous allons déposer des mémoires à chacune des commissions avec des recommandations qui vont avec la réalité des femmes et à la demande des femmes, évidemment, et à la demande des familles pour l'autre commission. Donc, il y a ces enjeux-là, mais il y a aussi comment maintenant on va travailler ensemble. Ça, c'est vraiment un gros défi, sans exercer encore les formes coloniales. Il y a beaucoup de gens qui nous approchent, sauf qu'il y a encore des formes coloniales qui sont exercées. On décide pour nous, on croit que c'est bien ce qu'ils écrivent par rapport à nous. Donc, l'inclusion, la consultation et la concertation est vraiment importante pour Femmes autochtones du Québec. Oui, vous avez employé le mot « forme coloniale ». Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner? Les formes coloniales, c'est, on a déjà fait affaire avec un ministère, nous, dont Patrimoine Canada. Patrimoine Canada est une entité qui exerce vraiment les formes coloniales. On doit toujours répondre à leur façon, à leurs besoins à eux, et on doit toujours s'adapter à eux. Ça a été vraiment très déchirant de travailler avec cette entité qui exerce ces formes coloniales et paternalistes, évidemment, parce que c'était tellement visible. J'avais tellement le goût de dire, mais c'est quoi ces formes coloniales? Et à l'intérieur, quand tu dépends d'un financement qui te fait fonctionner, tu te limites parfois à vraiment étaler les choses qui doivent être dites. Oui, alors là, vous touchez toute la question de la dépendance économique des organisations autochtones. Et voilà, et on sait que toutes les organisations autochtones sont en mode survivance économique, même que les communautés, à l'intérieur des communautés, sont aussi en mode survivance économique dans leur fonctionnement. Oui, et quand vous rencontrez les fonctionnaires, que ce soit les fonctionnaires à Québec ou les fonctionnaires à Ottawa, et quand vous leur dites, mais arrêtez de nous prendre pour des enfants, arrêtez cette forme de colonialisme-là, on vous répond quoi? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire avec les gouvernements. C'est de faire reconnaître qui nous sommes et de faire reconnaître qu'il y a une loi paternaliste qui a été émise en 1763. On est en 2018 et elle est encore là. On parle de la loi sur les Indiens qui discrimine beaucoup les femmes dans ce système et qui, regardez, moi j'ai 56 ans aujourd'hui, mais d'après la loi sur les Indiens, j'équivaut à 17 ans. Je n'ai pas ce droit de choisir, je n'ai pas ce pouvoir d'avoir une vision pour mon peuple. Le 1er février, donc là nous sommes en 2019, nous avons reçu une artiste, une Atikamek. En fait, c'est une autodidacte, elle est originaire de la communauté de Manoan. Cet automne, en fait l'automne dernier, cet automne, oui, 2018, elle a réalisé une immense murale, une murale de la cinéaste abénaquise Alanis Obomsawin. Si vous ne l'avez pas vue, c'est à Montréal, sur la façade d'un édifice du centre-ville. Évidemment, elle n'a pas fait que ça. Son portfolio est rempli d'œuvres qui sont plus fortes, plus importantes les unes que les autres. Et donc, elle est venue nous visiter. Et là, je lui ai demandé si c'était important pour elle d'être une femme, bien sûr, mais une femme artiste autochtone. On l'écoute. Oui, c'est important d'être fière et d'être une femme aussi, parce qu'il se passe quelque chose en ce moment dans le monde. Les femmes sont en train de se serrer les coudes et
il y a beaucoup plus de femmes aussi qui travaillent dans l'industrie du cinéma ou dans le monde de l'art, des arts, puis c'est merveilleux. Ouais. Alors, justement, tu fais partie de ces modèles autochtones qui sont des modèles, pas seulement pour les Autochtones, mais pour la société en général. Et on pourrait regarder le site d'Espace Autochtone, Rêver, Oser, Construire sur ces jeunes. Tu vas me dire si tu en connais certains de ces jeunes qu'on a présentés. Une quinzaine de portraits environ de jeunes autochtones de partout à travers le pays qu'on avait envie de faire découvrir. Yvan Boivin, évidemment, c'est le premier qui surgit là. Il vient de chez nous. Ben oui, il vient de Manawan, donc tu le connais bien, lui. Attends, on va les regarder. Il y en a plusieurs. Ça vient de l'ouest du pays, évidemment, ça vient aussi du Grand Nord. Ces jeunes-là viennent de l'est du pays, du centre. Thomas Girouzek. Ça, c'est ce jeune homme qui travaille à l'Université McGill, celui qui aimerait bien faire changer le nom des équipes sportives, là, les Redmen. Il y a cette femme qui est incroyable, Doname Kimarlujuk, qui veut devenir une chirurgienne cardiaque. As-tu déjà entendu parler d'elle? Non. Non? Toi, Charles? Jamais non plus. Écoute, c'est des nouveaux visages que je découvre. C'est Ouais. des personnalités. Tu sais, je me dis, on voit beaucoup les artistes, sont très présents, on les voit beaucoup, mais ceux-là qui ne sont pas dans le milieu des arts, qui n'ont pas Non, c'est cette ça. tribune médiatique-là, on les voit pas, on les entend pas. Une chirurgienne cardiaque, pour moi, c'est un des plus grands Ouais. accomplissements pour les Premières Nations. Tu sais. Oui, négociatrice autochtone, là, Alison Bear, c'est incroyable. Non, tu as bien raison. Ce sont des gens dont on entend rarement parler. Et évidemment, une tribune comme ça permet de les mettre de l'avant, de montrer leur travail. Puis c'est ça, il y a Yvan Boivin-Flamand. Parle-moi-en d'Yvan Boivin-Flamand. Ben, c'est un musicien talentueux qui joue de la guitare, puis il part souvent en tournée Il n'est plus très partout. souvent à Manoan. Non, il est plus à vraiment... Manu-Ténan il est sur la route souvent Ouais. pour sa musique. Mais c'est un virtuose, la musique, hein, Oui, je ouais, crois. ouais. hein. Ouais, je Il pense qu'il a appris ça de lui-même à Ouais, l'oreille et autodidacte tout. aussi. Ouais. Toi-même, tu es une artiste autodidacte, non? Tu as appris par Ouais. toi-même? Oui, j'apprends tout. Je suis jamais allée à l'université. J'ai juste fait une session de cégep. J'avais des mauvaises notes. Mais j'apprends tout de moi-même. Puis, Et tout tu va vis bien. de ton art? oui, je suis travailleuse autonome. Je vis de mon art et je fais de l'argent de poche comme ça. Puis, De ouais. l'argent de poche et de l'argent pour vivre. Ouais. Oui. Est-ce que tu es connu en dehors du Québec? Est-ce qu'on te connaît de plus en plus ailleurs au Canada, ailleurs à l'étranger? J'ai des amis et je veux pas... Je pense que oui. Mais genre, plus les gens... Les gens connaissent plus mon travail que moi, genre. Et là, je remarque qu'on a reçu beaucoup d'Inuits dans ces extraits-là, mais j'avoue, tout au long des différentes émissions que nous vous avons proposées. Une autre Innu, cette fois-ci, en fait, un Innu, il provient de la communauté de Pessamit. Et comme Michel Audette, lui aussi, il a côtoyé le suicide à plusieurs reprises. Mais, comme Michel Audette, il a choisi la vie. Et en plus, il a choisi aussi de faire du bien aux autres. Alors, il est chirurgien et il a plein de projets qu'il réalise dans les communautés, très souvent avec les jeunes. Je pense que vous l'avez reconnu, c'est le docteur Stanley Volant. Il est venu nous voir, c'était le 8 février. Il est venu avec Valérie Venn, qui est une conseillère en crise sociale. C'était à l'occasion de la 29e Semaine nationale de prévention du suicide. Et pendant qu'il était là, pendant son intervention, il a expliqué, lui dans son cas, ce qui l'avait conduit au suicide plusieurs fois. En 2007, lors d'une séparation, j'ai fait une dépression. Et dans le cadre de ma dépression, quelques semaines après, j'ai pris le fusil et je l'ai mis dans la bouche. Et j'étais sur le point de tirer sur la gâchette. Et finalement, dans les écrits que je devais faire pour mes écrits d'adieu, j'avais oublié un paragraphe. Puis, à ce moment-là, j'avais un BlackBerry. Puis, toujours un bouton, il y avait un bouton « Send » et « Save ». Je voulais comme saver, garder mon texte. Et j'ai fait « Send » par erreur. Et, Bonne chose, une finalement. bonne chose. Et mon ami, qui est un agent d'immeuble, l'a reçu immédiatement parce que ça commençait par la phrase suivante. « Louis, quand tu recevras ce email, je suis mort, appelle la police, voici mon adresse. » Wow. Puis là, j'expliquais le pourquoi. Et finalement, c'est pas arrivé. Je suis très content aujourd'hui.
Et je peux témoigner que malgré dans la dépression, des fois, on a l'impression de marcher dans la noirceur, de marcher dans la plus grande des noirceurs, la plus froide, la plus longue, mais le soleil finit toujours par se lever. Et il s'est levé pour moi. Ça a pris du temps. J'ai des gens qui m'ont accompagné, qui m'ont tenu la main à travers cette longue nuit qui m'a paru interminable. Et aujourd'hui, 10 ans, 11 ans après, je suis encore vivant et je fais du bien au monde et je sauve des personnes. Et aujourd'hui même, j'ai appris qu'un ami très proche est dans une grande détresse. Et je viens je dois lui parler après-midi, donc je vis personnellement un événement très, très proche encore du suicide. Et le suicide, je l'ai vécu à plusieurs reprises à travers mes marches, des gens qui m'ont parlé de leur expérience. Oui, Innu Meshkenu, cette longue marche de 6000 kilomètres que vous avez fait là au cours des dernières années. Oui. Ça vous a permis d'aller à la rencontre de jeunes qui avaient peut-être justement ce genre d'idées noires? Énormément. Je pense que selon les statistiques, on parle de 40 des Autochtones qui auraient des idées noires, des suicidaires, ce qui est nettement supérieur à la moyenne canadienne, mais de façon personnelle, de façon biaisée. Peut-être les gens qui viennent me voir, peut-être c'est des gens qui avaient des problématiques. Je dirais une grande majorité des gens ont exprimé avoir passé à travers des périodes très, très noires et pensé au suicide. Donc, pour moi, mon échantillonnage personnel, c'est de 60 à 80 des gens. Et ça remonte à... Je pense que c'est peut-être la pointe de l'iceberg d'un phénomène qui est beaucoup plus important, c'est le traumatisme transgénérationnel que l'on a vécu depuis la colonisation, les pensionnats, la violence dans nos communautés qui ressort. Et le docteur Stanley Voller nous a expliqué aussi pourquoi il faut aller chercher les forces et surtout promouvoir la vie dans les communautés. Si on ne gère que les crises, pendant 2-3 semaines, on envoie des forces spéciales, quasiment tactiques pour aller régler une décision de crise. Après ça, on oublie les communautés pendant des mois et des mois. Et il ne faut pas, justement, il faut développer des forces, comme Mme Venn disait, des forces promotion de la santé globale, promotion de la vie, parce que la vie, c'est le plus beau cadeau. C'est souvent, quand on se lève le matin, c'est peut-être le cadeau le plus difficile parce que, bon, il faut se lever, il faut aller travailler, il faut affronter le froid, il faut affronter les épreuves. Mais nos ancêtres l'ont fait et je pense qu'il faut se rappeler de la force, de la résilience de nos ancêtres. En Innu, on appelle Shipeneo. Shipeneo, c'est quelqu'un qui est fort, qui est capable d'endurer la douleur, la souffrance. Et nos ancêtres étaient des gens très, très, très courageux, braves et qui ont réussi à nous rendre jusqu'ici. La preuve que c'était des gens braves et résilients. Bien, je suis ici aujourd'hui et il y a plus de 100 000 Autochtones qui vivent au Québec. C'est la preuve que nos ancêtres étaient résilients. Et cette résilience-là, elle est à portée, elle est à 1 ou 2 générations. C'est pas de l'histoire ancienne, c'est pas de l'histoire de 15 ans. Non, c'est de l'histoire d'il y a 50 ans. Oui. On a ces gènes-là de gens très résilients, mais la colonisation, les pensionnats, le racisme systémique a bouleversé ça. Donc, il faut reprendre ces qualités-là de nos ancêtres et en faire quelque chose de fantastique, être fier, célébrer notre fierté, notre culture, notre langue, nos chansons et notre histoire. Mais comment on fait ça? Bien, je pense que c'est en faisant des programmes de promotion de la vie. C'est-à-dire, c'est pas juste, il ne faut pas seulement prévenir la maladie mentale, mais la maladie physique, spirituelle, et c'est une approche globale. Et je pense que de voir des gens sortir de leur Facebook, de leur ordinateur et d'aller commencer à serrer la main de leurs voisins. Parce que moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de Facebook. Les gens rentraient dans la maison, on s'entraidait, l'entraide était importante. Et aujourd'hui, on ne voit plus ça dans nos communautés. Les gens sont enfermés dans leur Facebook, ils deviennent solitaires, ils s'isolent et l'isolement nous fait du mal. Donc, il faut apprendre à célébrer notre communauté puis à célébrer le fait d'être ensemble, Mamo. En Innu, le Mamuitun, le Mamo, c'est une thématique très importante. Et mon grand-père m'a toujours dit Mamo Tigrinunano, c'est-à-dire ensemble, on va survivre. Tadban Tigrinepanano. Et séparés, nous mourrons. C'était une personne très résiliente. Là. Très résiliente. Et il savait que s'il s'alliait avec d'autres chasseurs, qu'il allait survivre. Donc, il faut qu'on se remette ensemble et qu'on brise notre isolation.
Alors, je le disais, cette émission, elle a été enregistrée le 8 février et vous l'avez entendu dans l'extrait, le docteur Volant parle d'un de ses amis qui est en crise à ce moment-là, donc le 8 février, et il nous disait, bon, après l'émission, je vais aller le voir pour l'aider. Évidemment, moi, je voulais savoir comment allait son ami, parce qu'on est rendu maintenant à la fin du mois de juin, comment il se porte. Et le docteur Volant nous a rassuré, son ami se porte bien, il a retrouvé lui aussi le goût à la vie. Alors, c'est tant mieux. Également à l'émission, nous avions reçu Tatum Crane. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle. Elle est originaire de la communauté des Saulteaux, c'est à Key Reserve en Saskatchewan. Mais elle a été sortie de sa famille très jeune. Comme beaucoup d'enfants autochtones, elle a été adoptée. Et elle a été adoptée par une famille au Québec. Alors Tatum Crane, en plus de ne pas porter un nom habituel, a une vie tout à fait inhabituelle. Elle pratique un métier non conventionnel. Un métier que peu de femmes font. En réalité, ce que je devrais dire, c'est qu'elle a pratiqué plusieurs métiers. Maintenant, elle travaille à la Société de transport de Montréal, mais tout au cours de sa vie, elle a pratiqué des métiers non traditionnels et elle nous en parle. Étant plus jeune, j'avais pas une facilité au niveau scolaire. Donc, pour moi, j'ai décidé, ma mère, elle m'avait demandé d'aller à l'école. Puis bon, ben, j'étais une passionnée de voiture. Donc, j'ai décidé de commencer en mécanique automobile pour me rendre compte assez vite que finalement, j'aimais pas me graisser les mains. Et puis, il y a un volet en soudure. Puis, c'était quelque chose qui me passionnait. Donc, j'ai transféré de DEP parce que c'est un diplôme d'études professionnelles. Oui. Donc, j'ai fait mon DEP en soudure, en soudage-montage. Puis après, ben, je me suis spécialisée pour la haute pression. Et puis, je suis allée travailler, en fait, pendant 10 ans, pratiquement 10 ans comme soudeur-assembleur pour différentes grosses compagnies. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est quoi, dans des usines qui construisent des autos ou dans quoi on Ben, travaille? en fait, j'ai travaillé, moi, je faisais le système de freinage pour Alstom Canada, qui était pour les trains. Ah C'était une oui. compagnie, un sous-contractant qui s'appelait Saint-Tube. J'ai travaillé, j'ai fait des trailers, j'ai fait toutes sortes de projets, là, Ouais. des grosses cheminées pour des grosses compagnies. En fait, là, c'est comme une grosse piscine avec différentes blades. Puis, bon, j'ai travaillé Wow. dans Mais différents projets. à l'époque, vous étiez dans un métier non traditionnel, il n'y avait pas beaucoup de femmes et en plus, vous êtes une femme autochtone. Tout à fait. Ça faisait beaucoup de minorité pour vous. Là, comment vous avez été reçue par les hommes qui travaillaient là? J'imagine que vous deviez être une des rares femmes. Oui, en fait, je vous dirais que le chemin n'a pas été toujours facile parce que justement, moi, ce qui est arrivé, c'est que on a tout un test à passer pour le saut rouge. Donc, on doit avoir, en fait, c'est un test de soudure. Puis, moi, je sortais de l'école. Donc, puis c'est à ce moment-là, c'est avec ton punch qu'on va savoir si c'est toi qui vas faire quand il va y avoir des inspections. Donc, il faut que ta soudure, il faut que ça soit ton punch à toi. Donc, sur les 15 soudeurs, j'étais la seule qui avait réussi à passer. OK. Mais j'étais la dernière aussi à rentrer. Fait que ça n'a pas été facile de ce côté-là. Puis nous, les femmes, on a une facilité, une dextérité qui est facile pour le soudage au MIG, au TIG aussi, parce que c'est très délicat. Donc, j'ai travaillé dans ce métier-là, puis je me suis vraiment spécialisée là, dans ce Oui. domaine-là. Mais sur les 15 qui est entrée, vous étiez la seule femme? Oui, en fait, j'étais la seule femme. Donc, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas tout le temps, je te dirais, mais j'avais beaucoup de caractère. Et puis, encore Ça aide. Ça l'aide. Puis, tranquillement, je pense qu'on fait tomber les barrières. Vous êtes passée donc de mécanicienne auto Oui. à soudeuse, mais ça ne s'est pas arrêté là. Hein? Non, en fait, derrière un casque, en fait, c'est hyper intéressant, tu sais, le métier de soudeur, mais à un moment donné, j'avais besoin de plus. Toujours derrière un casque, c'est un travail que, oui, on part de quelque chose du point A jusqu'au point B, mais on monte le projet, mais à la toute fin, j'avais besoin de challenge, puis j'avais un modèle qui était ma mère, que j'avais vu ma mère poursuivre ses études à la maîtrise. Puis je me disais, bien, pourquoi que moi, j'aimerais ça, peut-être. Puis je me voyais vieillir aussi parce que c'est un métier qui est très physique. Donc, Oui. rentrer chez moi avec les mains noires, puis les brûlures, bien, c'est arrivé souvent. Puis je me voyais pas à 40, 50 ans faire ce métier-là. Donc, Oui, oui. fait que c'est ça. Fait que finalement, j'ai décidé de retourner à l'école, puis qui était un autre gros défi parce que, bon, je pensais que je n'étais pas vraiment bonne à l'école. Oui. Donc, je suis allée faire un DEC en intervention en délinquance.
Puis j'ai poursuivi quelques cours à l'université. Puis j'ai travaillé comme agent de programme pour Service correctionnel Canada, au provincial puis au fédéral. Mais c'était contractuel, donc ça a été un peu mon background. Puis là, ben, tranquillement, j'ai travaillé pour la commission scolaire, j'ai travaillé pour Femmes autochtones du Québec. J'ai fait plusieurs emplois. Puis ben, moi, ce que je voulais, c'était avoir un poste permanent parce que je voulais fonder ma famille. Puis Oui. c'est important pour moi de Avoir une stabilité. une stabilité financière. Donc, Oui. et puis finalement, ben, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu ne postules pas comme chauffeur d'autobus pour la STM? Le concours il est très difficile. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais moi, ça a été très rapide, vraiment rapide. Puis au moment où on m'a dit, bien, écoutez, Mme Crane, vous devez passer l'examen de conduite. Donc, je me suis revirée de bord. J'ai demandé aux femmes autochtones du Québec, pouvez-vous payer mon cours de conduite pour véhicule lourd? Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai commencé à travailler comme chauffeur d'autobus pendant 5 ans. Fait que j'ai fait ça pendant 5 ans, mais je me suis rendu compte que le service à la clientèle, c'est pas mon fort. L'expérience client. Donc, j'avais besoin de challenge. Puis, à un moment donné, bien, je me suis dit, j'étais sur le point de quitter la STM quand quelqu'un m'a dit, applique donc comme gestionnaire à la Société de transport de Montréal. Puis, c'est ce que j'ai fait. Sans aucune pensée, sans savoir c'était quoi le travail. Oui, oui, oui. Et puis, rendu à la deuxième entrevue, bien, j'ai appelé mon patron pour avoir plus d'informations. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, la Ville de Montréal, c'est d'arriver à intervenir dans des situations de crise qui se passent dans nos autobus, les accidents, les détours, les feux, Oui. tout ce qui se passe quand une personne qui a un malaise. J'ai dit, wow, c'est le plus beau métier, là. Donc, puis en plus, ben, à tous les soirs, je rentre chez moi. Donc, j'ai une qualité de vie. Et puis, ça a été ça. Donc, ça fait 12 ans que je suis à la STM. Et là, j'aurais pu vous parler et vous faire entendre beaucoup de monde, mais le temps passe. Notre dernier, c'est Alexis Wawanoloat. Alexis, c'est le premier autochtone élu depuis l'obtention du droit de vote des Premières Nations au Québec. C'était en 1969. Alexis, c'est un Abénaki, mais il est né à Val-d'Or, au Québec. Et avec lui, il a été question de gouvernance, parce qu'il en connaît un chapitre sur la question. Donc, je lui ai demandé quelle structure de gouvernance souhaitent les Autochtones, comment devenir maître de sa destinée. Ça se fait avec les processus qu'on voit habituellement de négociation Oui. territoriale, mais ça se fait aussi dans l'action directe, comme tout ce qui était Idle No More. Puis les résultats de ces actions directes-là viennent souvent faire en sorte que la gouvernance va changer. Est-ce que on aurait eu la Commission royale sur les peuples autochtones si ça n'aurait pas été de la crise d'Oka? Est-ce qu'on aurait eu la Commission sur les femmes autochtones portées disparues si ça n'aurait pas été d'Idle No More, de la mobilisation? Oui, oui. Donc, je pense que ça peut être une étape, justement, de se réapproprier un cadre qui est à nous aussi. Parce que qu'est-ce qui est difficile avec les négociations, puis avec l'autonomie gouvernementale, comme elle est souvent proposée, c'est qu'on reste quand même dans un cadre où on va vous déléguer, on va vous reconnaître des pouvoirs et on va vous les déléguer. C'est tout le temps la couronne qui délègue ce pouvoir-là. On n'est pas dans un partage de la souveraineté comme ça devrait être parce qu'on n'a jamais vraiment cédé nos territoires au Québec, à part la baie James, puis qu'est-ce qui est traité par la Convention de la baie James. Oui. Puis après ça, si on se réfère au traité numéroté, ils n'ont pas été faits dans des mesures où il y avait du consentement, où il y avait un libre consentement. Donc, à la base même, il va falloir revoir quelque part la fondation, soit du Canada, si on veut regarder ça sous une optique fédéraliste canadienne, ou éventuellement dans une république québécoise. Va falloir en arriver à des traités constitutionnels où on se partage la souveraineté. Puis, où ce partage de souveraineté-là se fait non seulement sur le territoire, mais aussi sur les individus, en pensant à tous les Autochtones qui vivent en ville. Oui, exactement, parce qu'il y a cette réalité-là aussi. Ce sont des gens sans territoire, ils sont ici en ville, oui. Donc, d'un côté, il pourrait y avoir ça. Puis de l'autre côté, on voit que dans notre monde actuel, le libéralisme, la propriété individuelle, on est dans la faillite de ça. Aujourd'hui, on s'en va vers l'extinction, on est dans la 6e ère d'extinction, l'ère anthropocène, l'ère de l'humanité. Et il serait peut-être intéressant de renverser aussi les perspectives,
où on a tout le temps été influencé dans notre identité qu'on pourrait appeler constitutionnelle par les pouvoirs coloniaux. Il serait intéressant de voir justement que nos valeurs, nos façons de faire, notre philosophie non pas basée sur la propriété individuelle puis sur le temps linéaire comme on le voit dans la philosophie libérale qui nous contrôle à beaucoup d'égards, de baser ça sur le territoire puis sur le fait que l'humain est partie du territoire. De redonner une nouvelle identité à un éventuel État qui pourrait se faire avec les Autochtones, non pas dominer les Autochtones. En tout cas, je vois grand, là, mais... Alors, quelle structure ça pourrait prendre? Quelle structure ça pourrait prendre? Dans les travaux que j'ai faits dernièrement, puis les réflexions que j'ai eues, il faut qu'il y ait une restitution dans une certaine mesure. Il n'y aura pas de justice, on ne pourra pas juste parler de structure puis tout ça. Il faut qu'il y ait une restitution, puis la restitution doit se faire d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue plus global aussi. Parce que la restitution, c'est pas juste le territoire. Territorialement, ça va être très important parce que, comme j'ai dit, dans la majorité des peuples des Premières Nations, le territoire est central. Donc, la restitution, va falloir qu'elle soit non seulement territoriale, mais culturelle. Moi, par exemple, mon arrière-grand-mère, on y a empêché de parler l'Abénaki. Comment on peut ramener, justement, le fait qu'on nous a enlevé notre culture, comment on peut... Ça va être économique. On ne nous a pas invités à participer à l'économie, en général. On nous a tassés, on nous a vus comme des nuisances. On a commencé à nous mettre sur des réserves quand on est devenu une nuisance pour l'exploitation du territoire, quand il y a eu le blocus de Napoléon, l'autre bord, puis les Anglais sont venus chercher leur bois ici pour faire leur Royal Navy. On n'était plus des partenaires de commerce puis militaires. On était devenus des nuisances parce qu'on allait chercher la ressource sur le territoire, puis il y avait des Indiens qui vivaient là. Oui. Donc, comment on nous fait participer à cette économie-là? Puis comment cette économie-là aussi peut avoir nos valeurs? Parce que si on prend tout le temps le même modèle occidental, capitaliste, qui détruit, on arrive finalement au même résultat, puis on n'est plus qu'est-ce qu'on est, on devient juste qu'est-ce que l'occupant, la société dominante est. Oui, mais là, vous parlez de restitution, les pouvoirs en place au niveau autant fédéral que provincial. Oui, bien c'est ça. Après ça, c'est ça. C'est une vraie autonomie gouvernementale, puis la participation des Autochtones devra se faire aussi dans des institutions qui devraient être permanentes. Chez les Maoris, par exemple, ils ont une commission parlementaire permanente pour les affaires Maoris. Dans le Parlement de la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un forum permanent comme c'était inscrit dans la loi qui reconnaissait les peuples autochtones en 1985? La première loi en Amérique du Nord qui reconnaissait les Autochtones avait ça dans son corps, qu'il devrait y avoir un forum permanent de consultation. On n'a jamais appliqué ce bout-là de la loi. C'était en quelle année, ça? 1985. Oui, c'est pas vieux, hein? Donc, et ça a été écarté? Oui, bien, c'est ça. Est-ce que, éventuellement, on pourrait avoir une réforme de nos institutions représentatives? Tu sais, on parle d'avoir peut-être des fois une deuxième chambre qui serait la Chambre des régions pour avoir une représentation régionale en plus d'une représentation par la population. Il serait intéressant d'avoir une Chambre des régions et des nations où il pourrait y avoir des représentants des régions, mais un représentant hommes et femmes de chaque nation, avec, quand il est question de dossiers territoriaux, dossiers qui touchent les Premières Nations, on a des comités spéciaux, puis que ce comité-là soit spécialement consulté. Oui. Donc, il existe toutes sortes de modèles dans le monde, c'est juste qu'il faut une volonté politique pour l'appliquer, puis ces solutions-là ont été décrites dans des commissions parlementaires comme la Commission royale sur les peuples autochtones. C'est juste qu'on n'a jamais eu le courage politique de le mettre en action. C'est pour ça qu'il va falloir de l'action directe pour dire « Hey, on nous oublie pas ». Je vous souhaite un bon été à tous. Merci d'avoir été présents tout au long de la saison d'Espace Autochtone en direct. Et je vous invite cet été à faire le tour du Québec, du Canada, d'aller vous promener dans les powwows, dans les festivals autochtones. Vous allez découvrir des tas de gens hyper intéressants. Et moi, je vous donne rendez-vous le 23 août prochain. Bon été. Au revoir.